Avant que la vidéo démarre, n'oublie pas, si tu aimes mes vidéos, pense à laisser un pouce bleu et un commentaire. Un petit geste simple qui permettra à cette chaîne d'être davantage visible sur YouTube. Merci d'avance et bonne vidéo. Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à un sujet d'une importance capitale dans l'histoire de Primae, qui est celle de la famille et surtout des genres. Et si je vous dis que cela est capital, ce n'est pas pour un effet de style, mais réellement car le thème en question va être un point névralgique pour de nombreux autres sujets, tels que l'économie, l'industrie ou encore la sexualité. Pour commencer, attaquons directement en démontant immédiatement ce que le terme symbolise pour nous. Car en effet, la famille au sein de Primae était un groupe d'un ensemble de personnes qui s'étaient choisies mutuellement, et généralement sans que la notion de lien de sang entre en compte. Oui, au même titre que la création d'un bien matériel, comme nous l'évoquerons quand nous parlerons de l'économie, donner naissance à un enfant était considéré comme non pas l'œuvre d'un individu, ou de deux individus pour les petits malins, mais bien une œuvre collective, vu que, après sa naissance, elle comprenait tout ce qu'il y allait avoir pour en faire un primaire accompli. Sa nourriture, son éducation, sa formation ou entraînement, etc. Alors déjà, pour évoquer la racine de la famille et sa progression, au commencement des premiers peuples primaires, qui étaient localisés dans la plaine centrale, des groupes semi-nomades se sont rassemblés pour former des communautés capables de s'entraider. Au fur et à mesure, ces derniers sont devenus de plus en plus larges, et une première nécessité de répartir les tâches et les rôles parmi les différents membres de la tribu a commencé à apparaître. Bien entendu, je vous parle là d'une forme primitive de la répartition des tâches. À ce moment-là, nous sommes encore dans la période pré-touriste, bien avant l'Exode, vers moins 7000 avant Jésus-Christ. Petit à petit, cette répartition des tâches a évolué et s'est en quelque sorte précisée et encadrée d'elle-même, pour commencer à faire apparaître des rôles précis. Les écrits les plus anciens relatant ce phénomène datent de moins 6189, et font état des rôles suivants. Les nourriciers, qui étaient les chasseurs-cueilleurs, les protecteurs qui protégeaient le groupe contre les attaques extérieures, mais apportaient également son aide aux personnes du groupe. Les soigneurs qui s'occupaient de tout ce qui était soins, on pourrait penser aux médicaments, mais à ce moment-là, c'était surtout les notions de préparation de la nourriture. Et enfin, les créateurs qui étaient les plus érudits. Ce sont eux qui ont porté les premiers écrits, imaginé les premières histoires, notamment sur la mythologie, et qui avaient également pour rôle la confection des abris et outils. Il restait également des personnes sans titre, qui étaient soit les personnes trop âgées, trop jeunes, ou plus globalement incapables d'endosser un rôle. Bien que les écrits soient parfois compliqués à interpréter pour une raison que j'évoquerai plus loin, certains textes nous permettent de constater que dès ce moment-là, la répartition des tâches se fait sans différenciation entre hommes et femmes. Cela nous est notamment prouvé par ce texte daté de moins 5978, qui mentionne la nécessité pour une femme enceinte de ne pas endosser le rôle de nourricière ou protectrice, ce qui sous-entend qu'en temps normal, elle pouvait remplir ce rôle. En continuant d'avancer dans le temps, on peut constater que ces fameuses tribus, de plus en plus grandes, au moment du démarrage de l'Exode, étaient devenues l'équivalent de petits villages. Mais on constate malgré leur taille croissante que leurs membres restaient fortement soudés, grâce à la notion de rôle qui encourageait l'entraide. Ces fameux rôles étaient la forme initiale des genres de Primae. Une parenthèse d'ailleurs, si jamais vous cherchez un petit peu sur internet concernant les genres de Primae, il y a de fortes chances que vous tombiez sur certaines théories plutôt amusantes. Enfin, je ne devrais pas trouver ça drôle, vu que certains le croient, malheureusement. Mais bon, certaines théories, disais-je, qui évoquent le fait que les genres de Primae auraient perduré sous forme de clans secrets et seraient à l'heure actuelle aux commandes des postes de pouvoir de notre société contemporaine. Bon, alors, en mettant de côté tout l'aspect grotesque derrière cette idée, je tiens quand même à soulever un point. Les genres ne formaient pas des clans. Ils ne l'ont jamais fait et ne pouvaient pas le faire pour une raison simple. Chaque genre avait besoin des autres. Un nourricier avait besoin d'un protecteur et d'un soigneur, un protecteur d'un nourricier et d'un créateur, etc. Mais bon, cette notion de mélange des genres, nous en parlerons plus en détail par la suite. L'exode se déroulant, les groupes ont d'abord commencé à se répartir avant de devenir sédentaires et grandir de façon exponentielle. Ces petits villages devinrent des villes, et pour certains, quelque chose proche des mégapoles. À ce moment-là, il n'était plus possible pour toute une cité de se considérer comme un seul groupe, ce qui amena à la formation de plusieurs petites familles dans une même ville. Ces dernières ont pris la place des anciennes tribus, à savoir des groupes de personnes qui s'entraident et se choisissent mutuellement. Nous l'évoquerons plus en détail quand nous parlerons des principes économiques de Primae, mais il y a également un point important à soulever. Ces familles permettaient à ses membres de se soutenir mutuellement.
Malgré tout, l'importance du rôle d'un primaire dans sa ville, son pays et même à plus grande échelle pour son peuple restait extrêmement présente. C'est pour cela que j'évoquais la notion d'œuvre collective pour un enfant. Ainsi, il était très rare qu'une mère se soit appropriée son enfant. La plupart du temps, une période de 3 ans se déroulait durant laquelle sa mère pouvait endosser le rôle de nourrice pour l'aider à survivre. Ensuite, si elle acceptait, l'enfant était placé dans un groupe mené par des éducateurs, et la nécessité de le raccorder à sa mère biologique n'était plus nécessaire, chaque enfant étant considéré comme celui de tous. Daniel Tanner a d'ailleurs effectué une très bonne analyse de l'éducation des enfants primaires dans un cadre sans parents, et qui permet de comprendre avec d'autant plus de précision le fonctionnement de leur modèle économique. Comme il nous en fait part ici, je cite, « Le rapport à l'apprentissage devenant par voie de fait une composante de la vie de l'enfant, il n'allait pas à l'école car il y vivait, il n'avait pas de professeur, il avait un ensemble de parents, il n'avait pas d'amis car tous étaient frères. » Bon là, évidemment, il a tendance à parler des aspects positifs, mais ne vous inquiétez pas, d'autres passages sont plus mesurés. Pour revenir à notre sujet, je parle à ce niveau-là du rôle de la mère, car le père était généralement difficile à définir quand on connaît les principes de la sexualité primarienne. Cependant, il existait une annonce nommée la désignation du père, qui était une manière de la part d'une femme enceinte d'indiquer publiquement qui était le père. Il s'agissait là d'une annonce purement honorifique, l'homme en question ne devait pas assumer de rôle spécifique, il s'agissait juste d'une façon de l'annoncer comme un bon parti pour l'enfantement. Inversement d'ailleurs, si l'homme en question était déjà reconnu comme un bon parti, cela permettait de mettre en avant les qualités de la mère. Pour la petite anecdote, le record du monde de désignation du père pour un seul homme est détenu par Narula Patefamor, un compteur de Voluxio qui, en moins 4122, en a reçu 385 sur l'année, soit plus d'une par jour. Pour revenir sur la famille, il y avait plusieurs événements qui pouvaient mener une personne à en intégrer une. Cela pouvait être à sa demande ou sur celle de la famille par simple affinité. Ce pouvait être pour des raisons politiques. Oui, car même à petite échelle, dès que les familles commençaient à être grandes, des questions de stratégie politique pouvaient entrer en jeu. Par exemple pour le rapprochement de l'église ou de postes à responsabilité. Enfin, ce pouvait être pour des raisons de préférence sexuelle ou d'adéquation avec les genres et étiquettes des autres membres de la famille. Mais j'y reviendrai. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander l'excellent livre de Maurice Druon, Les grandes familles primariennes. Bon, là il s'agit de la première version éditée en 1986, à destination uniquement des scientifiques, mais vous pourrez trouver sans problème sa version rééditée de 2016. Alors, d'un point de vue technique, quand deux personnes, ou plus, se liaient pour créer une nouvelle famille, cela s'appelait le novocous. Chaque membre qui venait ensuite se rajouter à cette famille avait ensuite droit à sa cérémonie dont le nom était relatif au nombre de personnes qui en faisaient partie. Trezocus, Quatuocus, Quincocus, etc. Les chercheurs et nous-mêmes appelons ça le mariage pour des raisons de simplicité. D'ailleurs et de la même façon, il y avait une cérémonie quand un membre décidait de quitter une famille, et nous l'appellerons, bien entendu, le divorce. Je tiens à préciser que c'est au moment du novocous que le nom de la famille était décidé, et dès que quelqu'un s'intégrait à une famille, le nom de cette dernière venait automatiquement s'ajouter au nom absolu de la personne. Alors, comme nous ne sommes jamais à l'abri des esprits étriqués, après la révélation au public, nous avons eu droit à de jolies manifestations de la Manif pour tous, qui tenaient absolument à nous dire à quel point c'était une honte que de faire la promotion des familles polygames en enseignant l'histoire de Primae aux écoles. Il y a vraiment des fois où je me demande si ces gens savent comment fonctionnent les cours d'histoire. D'ailleurs, puisque nous parlons de la Manif pour tous, j'en profite pour revenir sur un autre point qui devrait leur faire plaisir, à savoir la notion des genres primaréens. Comme je l'avais déjà évoqué sur une ancienne vidéo, au-delà des différences biologiques, la notion de féminin et masculin n'était pas considérée dans la société primaréenne. C'était justement les genres qui avaient pris leur place, et qui, vous vous en doutez, depuis moins 5500 jusqu'en moins 4512, avaient bien évolué et s'étaient diversifiés, même s'ils étaient toujours basés sur la notion de rôle dans la société. Chacun de ces genres, en plus d'intégrer le principe de rôle, sous-entendait également un certain mode de vie et une attitude. Un peu comme nous l'avons, sous forme de cliché bien entendu, avec la féminité rattachée à la douceur et la masculinité rattachée à la force. Dans notre société occidentale en tout cas. La grosse nuance étant que ces manières d'être étaient uniquement relatives au genre et non au sexe biologique. Cela pose d'ailleurs pas mal de soucis en termes de compréhension des écrits, car la corollaire c'est que les appellations dans les écrits primaréens font référence au genre, mais pas au sexe. De ce fait, il est impossible de savoir si une personne était un homme ou une femme.
On ne peut que le deviner par recoupement dans le cas où l'écrit fait mention d'attributs propres, comme une description physiologique, l'organe sexuel, le fait d'être enceinte ou d'avoir ses règles, etc. Je précise qu'un tel alignement des codes à ce niveau de complexité n'aurait jamais pu se faire sur un continent de cette taille s'il n'y avait pas eu le système des tours d'archives. C'est par la transmission et notamment la divulgation d'histoires et de contes associés à la forme des lois qui ont permis à la civilisation Primae de conserver les mêmes bases de genre sur la quasi-totalité des pays de Status. Bien entendu, cet ensemble des genres contemporains ne sont pas apparus de nulle part et ne sont finalement rien d'autre que l'évolution des genres de la période pré-Touris. Certains ont évolué, d'autres se sont scindés et quelques rares se sont rajoutés. Il est important de préciser qu'ils ne sont pas des marqueurs sociaux. Chacun pouvait prétendre à appartenir à un genre, peu importe si cela était en quelque sorte justifié ou non. Parmi les exemples de genre de l'époque Nucleus, il y avait guerrier et protecteur, je pense que leur intitulé parle de lui-même, bâtisseur dans la construction des bâtiments, différent de constructeur qui lui était associé à la construction des outils et autres objets de la vie courante. Bien entendu, les genres plus portés sur l'intellect, comme les érudits, les conteurs et les moines, qui étaient des scribes généralement rattachés au travail de l'information dans les tours d'archives. Nourricier, qui est resté et qui n'a étrangement jamais connu de séparation entre agriculteurs et chasseurs. Et bien d'autres, dont un assez particulier, qui est celui de bohème, à savoir une personne qui voue son temps à la découverte du monde et des plaisirs. Pour la petite anecdote, s'il y a bien certaines personnes qui se sont réjouies de cette découverte, ce sont les sites pornographiques. La plupart d'entre eux ont ajouté la catégorie intitulée Status Sexus, qui montre des situations où la plupart du temps, ce sont deux personnes d'un genre spécifique de Primae qui s'y retrouvent. Si on en croit leurs statistiques, le mot-clé le plus recherché serait guerrier sur bohème. À ce sujet, et vu que l'on parle de pornographie, cela me permet d'indiquer au passage que la notion d'attirance et de sexualité était très liée, pour ne pas dire complètement, avec les genres. J'en parlerai plus en détail quand je vous parlerai de la sexualité primarienne, mais pour n'en citer qu'un exemple, il était assez mal vu de se reproduire, et je parle bien là de reproduction et non de simple jouissance, de se reproduire donc avec une personne du même genre. En un sens, c'était plus ou moins vu comme de l'inceste. D'ailleurs, en ce qui concerne l'attirance à des fins de jouissance ou de reproduction, en moins 4395, soit en plein pendant la période Nucleus, sont apparus les titulus, que l'on pourrait traduire par étiquette. Il s'agissait d'une sorte de sous-genre des termes que les personnes de cette époque se donnaient pour apporter des précisions sur ce qu'elles étaient, un peu comme des sortes de mots-clés. C'est une technique que l'on pourrait rapprocher du compagnonnage du XVIIIe siècle, où, en utilisant des termes spécifiques, on pouvait rapidement transmettre qui on était et trouver quelqu'un avec qui s'entendre. Il y en a eu énormément, très certainement car, à la différence des genres, les étiquettes n'ont pas été conçues dans une continuité traditionnelle. Pour quelques exemples, il y avait fumée, de personnalité discrète et effacée, éclair, quelqu'un de franc, direct et impulsif, flamme, dominant et possessif, liquide, intelligent et réservé, terre, inflexible et constant, etc. Bref, vous avez compris le principe. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, ou amuser vos enfants, je vous recommande Le Petit Primaréen. C'est un livre pour un public jeune, bien conçu, intelligent, qui reprend l'environnement de l'époque, mais sans trop parler de leur sphère familiale, histoire de ne pas perdre les enfants, et qui évoque beaucoup la notion des genres et des étiquettes. En fait, ce livre le fait surtout de manière à transmettre le message aux enfants, comme quoi on peut devenir ce que l'on veut. Et je pense qu'il s'agit là d'une bonne façon de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ces histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir ses principes autour de la famille et des genres. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.